Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième webinaire du Corner de l'innovation autour d'une nouvelle thématique, comment structurer sa démarche d'acculturation à l'intelligence artificielle. Merci à vous d'avoir répondu présent. Vous êtes plus de 700 personnes à être inscrites et nous sommes ensemble pour 1 heure. Je suis Nathalie Le Goupil, chargée de mission région à Centre Info et je pilote le Corner de l'innovation. En quelques mots, le Corner de l'innovation a été lancé début 2022 et porté par Centre Info. Il rassemble une douzaine de startups dans le champ de l'innovation au sens large, sociale et écologique, et qui développent des solutions digitales ou non. Startups aussi pour répondre aux besoins des transitions, et notamment en termes de formation, d'accompagnement et de transition professionnelle. Centre Info, avec le Corner de l'innovation, s'engage autour de plusieurs axes forts. Valoriser les innovations dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Il s'engage aussi à faciliter les échanges entre les acteurs traditionnels du secteur, que ce soit les organismes de formation, les institutions, les universitaires et les startups ou pure players digitaux. Et puis à donner aussi de la visibilité aux startups à travers un site dédié qui est le site du Corner de l'innovation, ou lors de grands événements comme l'Université d'hiver de la formation professionnelle ou d'autres manifestations du secteur. Et enfin, favoriser aussi la mise en réseau entre ces startups pour qu'elles puissent échanger, collaborer et innover ensemble. Voilà, aujourd'hui, je remercie les 2 startups du Corner, Contournement et Trendy, qui, chacune à leur manière, apportent une véritable dynamique d'innovation et des réponses concrètes à la thématique de ce jour et qui nous réunit. Donc, je vous représente les intervenants. Donc, Raphaël Grasset, fondateur et président de Trendy, et Erwan Keza, cofondateur de Contournement. Venons-en au programme de ce webinaire. Dans un contexte en fait où les impacts probables de l'IA sur le travail, les compétences et les métiers sont indéniables, l'appropriation de l'IA par les acteurs de la formation est en cours et encore fragmentée. Un rapport récent de la Cour des comptes sur la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle publié le 19 novembre dernier réaffirme qu'il reste des progrès à accomplir dans le déploiement de l'IA dans la société française et souligne d'ailleurs l'urgence de mieux anticiper les évolutions du marché de l'emploi, d'adapter à l'IA les méthodes et outils pédagogiques, d'intégrer aussi l'IA dans les formations supérieures, de diffuser ces technologies dans la recherche, de renforcer la formation continue et d'accompagner les mutations professionnelles liées à l'IA. Avec ce webinaire, il s'agit d'inviter les acteurs de la formation à s'acculturer à l'IA de manière opérationnelle et pragmatique, avec pour enjeu de se poser des bonnes questions pour anticiper, s'adapter et tirer parti des opportunités. Donc, nous allons bénéficier du regard croisé de Raphaël Grasset et qui présentera une méthodologie issue de recherche-action pour accompagner les organisations vers une transformation maîtrisée et progressive avec l'IA, et de Erwan Keza qui va illustrer notamment cette approche et nous montrera comment fonctionne l'IA et pour l'adapter à l'usage et à travers des applications concrètes et opérationnelles qu'il a menées, notamment avec sa startup. Voilà, nous explorons ensemble donc 3 axes essentiels: les étapes clés de l'acculturation IA et des cas d'usage, les leviers activés selon vos besoins, donc à travers des outils pratiques, ressources et stratégies d'accompagnement, et puis des choix stratégiques à établir pour bâtir une démarche cohérente, adaptée à votre contexte et à vos enjeux. Avant de leur laisser la parole, je voudrais préciser des aspects plus logistiques. Vous avez la possibilité de poser vos questions donc, tout au long de ce webinaire dans le chat sur l'onglet questions-réponses. Ces questions seront relayées et posées dans un temps dédié en fin de webinaire. Vous pouvez dès à présent télécharger donc, le support de présentation. Enfin, si vous êtes inscrit, si vous ne pouvez pas assister ce matin à ce webinaire, vous avez la possibilité d'un replay de cette séquence disponible en illimité. Je laisse la place à Raphaël Grasset
pour nous dire tout d'abord pourquoi ce sujet de l'acculturation à l'IA a été retenu, de l'importance de le traiter et puis de présenter son activité et sa démarche. Merci Raphaël. Merci. Donc Raphaël Grasset, fondateur de Trendy. Moi, je suis chercheur à la base en sciences cognitives, donc ça fait une quinzaine d'années que j'étude comment les gens apprennent et comment les aider à mieux apprendre. Et chez Trendy, j'essaie de faire le lien entre ce que disent les sciences cognitives et ce que font les gens sur le terrain. Ça fait aussi une vingtaine d'années que je code. J'ai développé les premières IA en 2010-2011 et on a commencé à mettre en place des accompagnements autour de l'IA chez Trendy déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, pour la pédagogie. Et aujourd'hui, on vient parler de l'acculturation à l'IA parce qu'on vient de sortir une recherche, les résultats d'une recherche-action qu'on va vous partager aujourd'hui, et en partenariat avec Erwan, avec qui on a déjà accompagné des clients communs. Donc on a pu tester en fait ce qu'on va vous raconter directement sur le terrain. En fait. Très bien. Je suis Erwan Kézard, cofondateur de Contournement. Je présenterai un petit peu plus avant ce que fait Contournement juste après, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que dans cette masterclass, je vais principalement aider à distinguer plusieurs concepts, à savoir l'IA, l'automatisation, les assistants, les agents, parce que c'est un brouhaha constant et ambiant actuellement, avec, comme le disait Nathalie, quelques exemples précis sur l'IA et les outils qui peuvent permettre de vraiment digitaliser des processus en mettant de l'IA au milieu et d'automatiser en mettant de l'IA au milieu aussi. Je te laisse présenter. Ouais, je vais prendre la petite souris, voilà. Comme ça, on va faire ça comme ça. Alors, donc j'ai 20 minutes pour vous présenter les résultats de notre recherche-action qui a duré 10 mois, donc ça va être très court. Sachez que dans tous les cas, vous pouvez télécharger sur le site de Trendy, trendy.io, la méthode gratuitement. On ne vous demande même pas votre mail, vous cliquez juste sur le lien et vous le recevrez. Donc c'est les résultats d'une recherche-action qu'on a menée pendant 10 mois suite à l'accompagnement de certains clients. Je m'étais dit que ce serait intéressant en fait de mutualiser en fait les bonnes pratiques et puis d'en partager ça avec tout le monde. Donc on a réuni autour de la table 7 acteurs, dont Centre Info qui a participé à cette recherche, et on a eu le soutien de l'ANAC, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et on a fait plusieurs réunions d'experts, on a fait une journée d'écriture collaborative. Donc ça a vraiment été écrit par des humains, on a des photos, on était là pour le prouver. Ça a peut-être été un peu revu par l'IA à certains endroits, mais ça a été écrit par des humains. Et dedans, vous avez 2 parties. Une première sur la maturité actuelle des acteurs, parce qu'on a toujours un peu des fantasmes sur où on en est par rapport aux autres. Donc là, c'est bien de se positionner un petit peu pour savoir où on en est. Et puis, une recommandation de méthodologie. Donc, c'est un métacadre. C'est pas appliqué tel quel, hein, c'est adapté en fonction de votre contexte, de la taille de votre OF, de vos ressources, de vos compétences, bien évidemment. Donc, je vais passer rapidement. Je vous montre juste une slide sur la maturité des acteurs, parce qu'on n'aura pas trop le temps, 20 minutes de le faire sinon. C'est le seul point un peu compliqué. En fait, on a interrogé 28 usages d'utilisation de l'IA. Et en fait, ce qu'on voit, c'est une réduction factorielle. Donc, c'est un gros mot, mais en gros, ça veut dire que ce qui est important, c'est l'axe horizontal sur ce graphique. C'est l'idée de dire, à gauche, vous avez les gens qui ont très peu d'usage de l'IA, et à droite, vous avez des gens qui ont tous les usages de l'IA. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, le trait vertical, c'est 50% de la population à gauche, 50% de la population à droite. Et donc, vous voyez qu'il y a une grande partie de la population qui aujourd'hui a très peu d'usage de l'IA en réalité. Donc, ça vous permet de vous positionner et de savoir où vous en êtes aussi un peu par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus, allez télécharger le livre blanc. Et là, je vais me concentrer plutôt sur la présentation de la méthode. Donc moi, je vais présenter plutôt un point de vue macro, et puis mon collègue présentera plutôt un point de vue micro directement. Donc la proposition qu'on fait avec tous les entretiens qu'on a menés, les questionnaires qu'on a adressés, etc., c'est 4 étapes en fait. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les organisations de formation, il y a un DSI qui a des licences Microsoft et qui dit « Ok, on met des licences Microsoft à tout le monde », et au bout de 2 mois, on se rend compte que ça ne marche pas, parce que déjà, c'est une IA générique qui ne va pas s'adapter forcément aux usages, et ça ne marche pas comme ça. Donc, notre proposition, c'est de commencer par un groupe de gouvernance partagée. Je vais revenir sur chacune des étapes par la suite, pour définir la stratégie et la communication au sein de l'organisation. Former les acteurs. Et quand je dis acteurs, ce n'est pas que les équipes. Vous allez voir, on intègre aussi les apprenants. Et donc là, il y a des obligations légales à prendre en compte aussi. Pour ensuite imaginer les usages qui vont avoir de la valeur ajoutée. Et cette étape, elle vient après la formation des acteurs. C'est important parce que moi, dans mes ateliers, je m'en suis rendu compte. Si les gens ne sont pas un minimum formés, ils n'arrivent pas à imaginer en fait l'usage intéressant qu'ils vont pouvoir en faire. Et à la fin,
on arrive sur les intégrations techniques. Quels outils j'achète, quels outils je développe, etc. Une fois que je sais quelle est ma stratégie, que je sais utiliser des outils et que je sais quelle valeur je vais en tirer. Et ça arrive vraiment juste à la fin. Alors, je vais vous parler un petit peu de gouvernance partagée. Donc, l'idée, c'est de constituer une équipe projet qui réunit l'ensemble des acteurs de l'organisation. Pourquoi? Un des acteurs qu'on a accompagné récemment faisait son premier plan de licenciement en 30 ans d'existence et au même moment, il commençait à déployer l'IA. Donc, il y a des peurs qui se sont exprimées, bien évidemment. Et heureusement, dans le groupe de gouvernance qu'on a créé, on a intégré des ingénieurs pédagogiques, des formateurs, des fonctions support qui pouvaient aussi se faire le relais de la volonté de la direction qui n'était pas de virer des gens pour virer des gens avec l'IA, mais c'est juste que ça arrivait en même temps. En fait. Donc, c'est important aussi d'intégrer les responsables qualité, la DSI bien évidemment, mais aussi les RH, puisque encore une fois, il y a des obligations légales à la fois par l'Union européenne, mais aussi par le droit français. Et on a déjà quelques jurisprudences sur le sujet. Bien évidemment, ce groupe projet, adaptez-le en fonction de votre taille d'organisation. Est-ce que vous êtes une organisation de 10 personnes? Et dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas besoin de formaliser des réunions concrètes. Ça peut être un espace de discussion. Ou alors, si vous êtes un organisme de 500 personnes, peut-être qu'il y a des groupes décentralisés avec des thématiques spécifiques à traiter. Bien définir, communiquer sa stratégie. Tout le monde a fait sa petite charte d'utilisation. Mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? On fait signer la charte à un apprenant qui rentre en formation, mais est-ce qu'il l'a lu? On n'en sait rien en fait. Donc en fait, il y a effectivement des outils à mettre en place qui n'ont pas d'impact légal en plus, mais après c'est comment est-ce qu'on les fait assimiler aux utilisateurs. Et on verra que dans la partie formation des équipes, c'est important d'intégrer les apprenants aussi dedans. Et puis avoir des relais. Il va y avoir un groupe de gouvernance qui va être formé, qui va pouvoir répondre aux plus grandes questions, mais en même temps, il faut ensuite qu'il y ait des relais dans l'organisation. Ça peut être des référents numériques, des référents pédagogiques, en fonction des différents besoins. Et ça, c'est assez important d'avoir ça. Sur les 43 entretiens qu'on a fait, je vous donne un petit exemple à chaque fois. Voilà. Donc, l'exemple de l'Apradis, qui essayait de mettre en place une gouvernance partagée pour expérimenter de nouvelles manières de faire collectif avec l'IA. Et eux, ils sont allés encore plus loin, c'est assez intéressant. Ils ont mis un comité de pilotage avec d'autres établissements, d'autres organismes de formation. Donc, on pourrait penser que c'est de la compétition, mais là, c'est de la coopération pour justement réfléchir à leurs usages. Ils ont mis en place un groupe de travail qui était ouvert aux volontaires pour essayer d'identifier les usages et les impacts intéressants de l'IA. Et ils ont mis en place des temps d'échange pour présenter les expérimentations. Donc là, on est quasiment déjà dans le co-design d'usage, mais c'est pour... J'ai pris cet exemple-là parce qu'il y en a d'autres, hein, mais pour montrer qu'on peut même aller au-delà de sa propre organisation. Et puis en interne, le chiffre que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'il y a 10% des organisations qui ne prennent pas en compte l'IA, et pour le reste, c'est la moitié la direction qui prend en charge, et la moitié une émergence de propositions du terrain. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut lier les deux, en fait. Faire des partenariats externes et en même temps favoriser l'émergence de pratiques terrain. Désolé, je parle vite, mais on est limité dans le temps, donc j'avance. Bien ensuite, la formation des acteurs. Donc, ce qui est important, c'est au moins d'avoir une base commune, développer un vocabulaire commun. C'est-à-dire que si quelqu'un parle de SIA, d'autres de LLM, d'autres de... C'est compliqué. Et donc, c'est là aussi où Erwan va nous mettre un petit peu d'accord sur un certain vocabulaire, une limite, hein, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais c'est important, quand on utilise des mots, de mettre les mêmes choses derrière, en fait. Et ça, c'est même pas apprendre à prompter, c'est vraiment la base d'avoir une culture, une compréhension technique minimale commune, quoi. Ensuite, en fonction des fonctions dans l'organisation, il faut aussi différencier les formations qu'on va attribuer. On va peut-être pas forcément donner les mêmes choses auprès des formateurs que des fonctions support. Chez mon client, j'avais fait intervenir Erwan en particulier pour former à l'automatisation des fonctions support, qui vont avoir plus d'utilité pour ces choses-là. Et en dernier point, former ses apprenants, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit les questions d'évaluation, de réflexivité, d'esprit critique qui partent un petit peu à volo, où chacun fait un peu ce qu'il veut avec ça. Et donc, je reviens sur mon point de mettre en place une charte, mais en fait, si on n'accompagne pas la réflexion des apprenants autour de cette charte, c'est compliqué. Donc, je vous partage juste un outil qu'on a conçu et qui est mis en Creative Commons, qui est la fresque des IA pédagogiques, qui existe à la fois pour les formateurs et pour les apprenants. C'est deux ateliers différents, mais globalement qui permettent un cadre de discussion pour évaluer les enjeux et les opportunités d'utiliser l'IA dans les pratiques pédagogiques et d'avoir un cadre de discussion commun dont on peut se saisir assez rapidement.
C'est un outil qui est en Creative Commons, donc il est gratuit à utiliser, il faut juste être formé pour l'utiliser. J'ai mis des nouvelles dates de formation en janvier-février si ça vous intéresse et vous pourrez retrouver le lien dans les slides. Un exemple de formation qui a été mis en place par l'Aftral, donc un gros organisme de formation, aujourd'hui ils ont même 400 000 apprenants. Ils se sont appuyés sur un groupe d'experts parce qu'ils ont fait cette formation il y a quasiment 2 ans maintenant, donc ils étaient assez en avance. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait quelque chose de très concret. Ils ont essayé de faire de la conception pédagogique pour un centre de formation en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, ils ont pris un cas vraiment pratique d'un de leurs centres. Et ça leur a permis de très rapidement, en fait, voir les résistances, les besoins de monter en compétences et de partager les bonnes pratiques qu'ils avaient trouvées, quoi. Et ils estiment que ça leur a permis de gagner 20% de productivité à peu près, donc quasiment 1 jour par semaine, ce qui peut quand même être utile. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment partis sur un cas pratique. Ils n'ont pas juste fait une formation à apprendre à compter de 2 heures, qui est un peu limitée, quoi. J'enchaîne. Une fois qu'on a formé nos collaborateurs, l'idée c'est, ok, quelle valeur on peut trouver maintenant. Une question que j'aime bien poser pour ça, c'est quoi le projet que vous aviez en tête depuis des années dans votre organisation, mais vous n'aviez pas les ressources pour le faire. Parce que l'IA bureautique, c'est-à-dire utiliser ChatGPT pour faire des quiz plus rapidement, c'est intéressant à titre personnel. À court terme, ça va nous faire gagner en productivité. À long terme, ça risque de remplacer notre taf. Mais d'un point de vue organisationnel, là où l'IA va vraiment apporter de la valeur, c'est sur une automatisation cognitive massive. Donc, ce n'est pas l'usage que j'en ai individuellement qui va être intéressant. Donc là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on identifie les besoins, justement, ces projets qu'on n'arrivait pas à mener auparavant dans notre organisation, avec les contraintes financières, de compétences, etc. qu'on a, et comment on initie des expérimentations. Ça, c'est vrai que c'est une culture à développer qu'on n'a pas forcément dans les organisations, avec des ateliers de design thinking, des hackathons, un leadership qui donne aussi un espace de test, où il y a un sentiment de sécurité psychologique, où on a le droit de tester, de faire des erreurs, parce que sinon, en fait, on n'apprend pas. Et ensuite, cette culture de l'expérimentation, il faut aussi formaliser en fait ce qu'on en tire, formaliser les retours d'expérience, évaluer l'impact, parce que sinon en fait on fait tout ça un peu au doigt mouillé. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un moment qui est dédié en fait à évaluer l'impact et la valeur qu'on peut en tirer. La NFA a fait un beau travail là-dessus, donc c'est sur la branche de la formation automobile, où ils avaient commencé à identifier les besoins avec des questionnaires, et puis ils ont mis en place, avec l'aide d'un prestataire externe, un outil, et ils ont beaucoup travaillé avec des sessions de retour d'expérience, à la fois avec les formateurs, mais aussi avec leurs apprenants. Donc c'est là où c'est intéressant d'intégrer tout son écosystème, hein, encore une fois, on pourrait même parler de ses prestataires, pour vraiment trouver là où il y a de la valeur, et pas se cantonner à juste, encore une fois, une IA bureautique. Dernière étape, une fois que je sais quelle est ma stratégie, ce vers quoi je vais, que mes personnels sont formés, qu'on sait quelle valeur ajoutée on cherche à obtenir, quid des intégrations techniques? Quels outils je mets en place? Est-ce que je développe des outils? Donc là, en fait, il y a des arbitrages à faire. Ce n'est pas forcément une DSI classique qui va pouvoir les faire. Hein. Une DSI classique a ses fonctions de déployer du matériel, des licences, des choses comme ça. Mais là, on rentre quand même dans un besoin de compétences qui est un peu plus poussé. Donc, il faut potentiellement externaliser dans un premier temps ces compétences et peut-être se former au fur et à mesure en interne sur plusieurs années pour les réinternaliser. Choisir si on dépend d'IA qui peuvent être américaines, chinoises, françaises, faire ces choix-là. Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on utilise des modèles gratuits, etc. En fonction de la valeur qu'on veut, des usages qu'on veut développer, il y a des choix à faire. Et encore une fois, si vous vous rappelez le schéma, il y avait un peu une boucle itérative entre le co-design d'usage et les intégrations techniques, et donc de faire par petits bouts plutôt que de faire des grands déploiements. Et donc, on peut utiliser par exemple le no-code pour faire des expérimentations dans un premier temps avant d'investir des sommes plus importantes. Voilà. En termes de somme, je vous parle d'un exemple. Oula, Alexandre, le PDF lui a pas fait, lui a pas donné une belle figure. Mais bon, c'est par l'IA. Alexandre est donc directeur des opérations dans le réseau des écoles de la deuxième chance, et dans un des entretiens que j'ai fait avec lui, il nous a partagé un super projet qu'ils ont mis en place. Pour moi, c'est vraiment, quand je parle d'automatisation cognitive massive, c'est vraiment ça.
Ils ont bénéficié d'un PIA, donc, d'un plan d'investissement. Ça leur a coûté 70 000 €. Ils ont recruté 2 ingénieurs data pendant 6 mois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collé un LLM open source, donc Llama 3 à l'époque, je crois, de Facebook, avec la base des métiers ROM. Et donc, ça leur a créé un simulateur d'entretien de recrutement pour leurs jeunes qui sont des publics éloignés de l'emploi, et ils peuvent s'entraîner H24 à faire des entretiens de recrutement. Et donc, par exemple, le jeune dit, bah, moi, cet été, je veux faire kayakiste. Et donc, la base ROM, elle sait quelles sont les compétences pour faire kayakiste, et elle peut poser des questions adaptées aux jeunes pour savoir comment valoriser les compétences qu'il a déjà et faire des pompes qui vont être intéressants pour le recruteur. Et ça, c'est un projet qui est super intéressant parce qu'ils ont 17 000 apprenants, ils font déjà énormément d'accompagnement individualisé, mais comment est-ce qu'on peut passer à l'étape d'après pour justement être encore plus individualisé pour ces apprenants? C'était ce projet. Donc ça leur a coûté 70 000 € d'investissement, et après en run, tous les mois, ça leur coûte 1 500 à 2 000 € de serveur pour 17 000 apprenants. Donc c'est tout à fait jouable. Voilà, donc si vous êtes déjà en fait un réseau, je pense que c'est le genre de projet qu'on peut imaginer à partir de 50, 100 collaborateurs dans une organisation. Si on trouve les investissements nécessaires, ça peut être intéressant si on voit vraiment la valeur ajoutée, quoi. Si on est un organisme de 10-15 personnes, effectivement, ce n'est pas le genre de projet sur lesquels on va aller. Mais en tout cas, c'est un exemple assez concret de ce qu'on peut faire qui peut être intéressant. J'ai fini, j'espère que je suis dans les temps, j'ai un peu speedé, mais j'ai encore un petit peu de temps, je suis en avance, on va trop bien, encore plus de temps pour parler. Je vous partage quelques ressources autour de l'IA. En fait, quand j'ai préparé ces slides, je me suis dit, bah, c'est bien, on a bien bossé cette année quand même chez Trendy, puisqu'on a sorti plusieurs choses. Il manque même le podcast. La saison 2 du podcast Learning Coach est dédiée à l'IA, et donc on a interviewé des chercheurs, des prestataires, des pédagogues, donc ça, n'hésitez pas, c'est sur le site de Trendy aussi, dans la section ressources. Vous trouverez également la méthode CAPIA, que vous pouvez télécharger, elle fait 100 pages, avec entre autres tout l'aspect maturité actuelle des acteurs. La fresque des IA pédagogiques, donc, qui sont 2 ateliers pour les formateurs et pour les apprenants. Encore une fois, j'ai rouvert des sessions de formation en janvier-février. C'est 250 €, quoi. C'est vraiment pour se former à utiliser l'outil, et après on peut l'utiliser gratuitement chez soi. Et ça a déjà été déployé sur des CAP, ça a bien fonctionné sur des jeunes publics aussi. Et puis dernièrement, j'ai fait une revue de littérature autour de comment garder son autonomie face à l'IA. Et j'en ai fait un poster que vous pouvez télécharger, imprimer, le coller dans les bureaux de vos équipes. Et tous les 3 mois, vous jetez un dé, et puis ça vous donne les actions à mettre en place dans votre collectif pour préserver votre autonomie face à l'IA. Donc voilà, tout ça, c'est disponible en accès gratuit. On ne vous demande même pas votre mail. Si jamais vous voulez rejoindre la communauté Trendy, vous pouvez vous inscrire. Mais sinon, c'est en open source, en Creative Commons. Et bien évidemment, j'ai été très rapide sur la méthode. Je vous invite à la lire. Et après, si vous avez besoin même d'accompagnement ou de réflexion pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le replay en plus. Et il y aura le replay. Voilà. Et donc, je te passe la parole pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret. Là, on était un peu dans un côté macro stratégique. Et là, maintenant, on va rentrer dans le dur. Dans le dur, dans l'opérationnel. La transition à toi. Merci. Opérationnel, oui. Merci Raphaël. Je vais tâcher d'être aussi dynamique et concis que tu l'as été afin de laisser place aux questions. Ensuite, laisser un peu de temps. Juste pour que vous sachiez d'où on parle, parce que l'IA, la productivité, l'automatisation, on peut en parler sous plein d'angles. Nous, Contournement, depuis 2019, on forme à l'IA et aux outils no-code. On en parlera juste après. Ce sont des outils visuels et intuitifs qui permettent de digitaliser soi-même, d'automatiser des processus, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec l'IA, pour travailler plus efficacement. Pas pour lancer la prochaine startup à la mode, mais pour gagner X heures fois X personnes fois X fois par semaine au sein des équipes. Non pas pour automatiser les gens, mais pour leur permettre d'automatiser les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée et à forte charge mentale qui leur pèsent au quotidien. Donc, il y a quelques chiffres sur lesquels je ne m'étendrai pas dans cette diapositive, mais ce que j'aurais quand même à appuyer, c'est qu'on a écrit un livre sur toutes ces choses-là, notamment sur les outils no-code en tant que technologie démocratisante. Et on est assez fiers d'avoir déposé les 2 certifications reconnues par France Compétences sur ces sujets-là il y a peu. Donc, ce sont des compétences reconnues aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas de compétences et d'outils manipulés par quelques geeks dans leur garage. Ce sont des choses qui arrivent dans des entreprises comme là, vous voyez des logos d'entreprises qu'on a pu former, partie d'entre elles, dans un projet que France Travail comme actuellement. Donc voilà, sur l'IA ou le no-code, c'est pas juste un phénomène marginal. Et j'aime bien
donner ce tableau pour garder un repère quantifiable de ce dont on va parler. Ce tableau, c'est un tableau qui vous montre combien de temps vous aurez passé au bout d'un an sur une tâche optimisable, digitalisable ou automatisable en fonction du nombre de fois que vous la réalisez par jour et de sa durée. Par exemple, 5 fois par jour, si vous passez 5 minutes sur une tâche à faible valeur ajoutée, répétitive, forte charge cognitive, vous aurez passé 6 jours complets de travail à la fin de l'année à faire uniquement cette tâche. Et je donnerai des exemples juste après. Mais voilà, l'idée, encore une fois, c'est pas de révolutionner, de digitaliser des métiers entiers, c'est plutôt de soulager l'humain, ce genre de choses. C'est le point de vue, le biais, en tout cas, qu'on a dont on parle, le parti pris. Je promettais de tâcher de faire le distinguo entre des concepts dont on entend parler partout sur LinkedIn, dans la presse, aussi avec beaucoup de vendeurs et de vendeuses de rêves, il faut le dire, comme tout nouveau phénomène technologique, il y a ces effets de mode et ces opportunistes qui vont avec. On va tâcher de faire un petit manuel d'autodéfense sur les différentes définitions, parce que les mots créent des réalités et parfois ça peut induire de la confusion avec tout ce qu'on peut entendre autour de l'IA. Disons que ce que tu désignais comme étant l'IA bureautique, on va dire là l'IA simple, c'est de faire des demandes à ChatGPT ou autre outil d'IA. Ça peut être Mistral, ça peut être Copilot, ça peut être des modèles open source, peu importe. Là, je vais dire ChatGPT parce que c'est le plus connu. Voilà, c'est tout simple. J'ouvre ChatGPT. Depuis 2022, je peux juste me connecter en ligne, demander à ChatGPT en langage humain, prends-moi cette étude, extrais-moi toutes les citations de gens qui sont cités et mets-les-moi proprement dans un tableau bien rangé. Voilà, ça, c'est à la portée de tout le monde, c'est le prompting, c'est les bases. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui se limitent à ça aujourd'hui, malheureusement. Alors que déjà, le deuxième étage, c'est ce qu'on pourrait appeler l'IA consolidée. Ce n'est pas un terme consacré, mais par contre, le terme d'assistant personnalisé, ça, c'est un terme consacré. C'est ce qu'on appelle les GPT, les GPTs dans ChatGPT, par exemple. Et après, dans Claude, dans Copilot, ça s'appelle différemment. Mais là, c'est l'idée de se dire, et ça, déjà, nous, on se rend compte quand on forme la mairie de Paris, quand on forme Numéum, quand on forme tout un tas de gens, que rien qu'en apprenant ça, c'est une question d'heure, au bout d'une demi-journée, c'est le genre de concept qu'on maîtrise, on peut déjà gagner énormément de temps. C'est quoi un GPT? C'est quoi un assistant personnalisé? C'est le fait de se faire un assistant personnalisé rapidement, simplement, pas besoin de compétences techniques, pour éviter de faire des tâches répétitives avec l'IA. Par exemple, l'exemple que je viens de donner, au lieu à chaque fois que je reçois une étude de redemander à ChatGPT, vas-y s'il te plaît, fais-moi un résumé, mets-moi ça dans un tableau de toutes les citations qui sont sorties, une bonne fois pour toutes, je vais le programmer, je vais lui dire ce que je veux, je vais lui dire le format de sortie, je peux même lui donner des connaissances pour ne pas avoir à lui refournir le document à chaque fois, et à chaque fois que j'en aurai besoin, j'irai là-dedans, et je pourrai lui faire rédiger des articles sur mon ton avec ma base de connaissances. Par exemple, chez Contournement, on a un assistant qui a toutes les présentations de contournement, qui a énormément d'éléments sur nos parties pris pédagogiques, sur nos éléments de langage. Et donc, parfois, je vais lui dire, rédige-moi une présentation de contournement en 400 mots pour, je ne sais pas, par exemple, pour le présenter à des salariés d'un ministère. Et il va l'adapter. Donc là, ça m'évite d'aller à chaque fois redemander. Donc, attention, les assistants ne sont pas des agents. Je vais y venir. Parce que justement, l'une des grandes confusions du moment, c'est agent, assistant, etc. et automatisation. Ça, c'était donc l'IA consolidée. IA fois no-code égale automatisation. J'automatise des tâches d'IA. Mais c'est quoi cette affaire? Normalement, on automatise avec l'IA, non? Non, on fait faire des tâches à l'IA qui sont faites par une machine, mais pas forcément de manière systématique et automatique. Là, je parle d'automatisation dans le sens d'automatiser une séquence d'actions. Et ça, aujourd'hui, oui, c'est à la portée du commun des mortels. Pas besoin d'être informaticien ou informaticien, depuis déjà plusieurs années d'ailleurs. Et ça, c'est grâce aux outils no-code qu'on peut faire ça, en les combinant avec l'IA. Et c'est ce qu'on a fait avec Raphaël, avec l'un des organismes de formation qui l'accompagnait. Les outils no-code, je le redis, la pédagogie, c'est la répétition, ce sont des outils visuels, intuitifs, qui permettent à tout un chacun, toute une chacune, de mettre en place des projets numériques qui nécessitaient auparavant d'être codés. Par exemple, un processus comme celui que je pointais tout à l'heure, qui prend 5 minutes, tant de fois par jour. Dans mon process de veille, à chaque fois que quelqu'un voit une étude ou un article, il me l'envoie. Moi, je dois le convertir en PDF, puis manuellement le mettre dans le bon dossier Drive en ligne, puis manuellement aller demander à ChatGPT ce que je lui demandais tout à l'heure, extrais-moi les citations et mets-les-moi dans un tableau, puis manuellement faire un récapitulatif de tout ce qu'il y a eu cette semaine à mes collègues via un Excel avec différentes versions, V1, V3, V15, V15 vraiment final, V15 vraiment final 23 mai, édité par Bruno. Je
pense qu'on connaît les faits. Je l'envoie par des chats à mes collègues, puis manuellement, je dois refaire des échanges par email avec la directrice générale pour qu'elle valide ce qu'on publie, avec tous les copier-coller qui vont avec, et toute la charge mentale qui en découle. Je vous rassure, 80% des entreprises et des associations qu'on accompagne, ils ont ce type de processus, c'est normal. Le mail et le tordage d'Excel dans tous les sens, c'est la maladie du 21e siècle, enfin, parmi les maladies du 21e siècle, ainsi que les tâches répétitives. Et bien ça, c'est le genre de choses qu'avec un outil visuel comme Zapier, qui est un outil no-code, que vous voyez là, et que je vais vous détailler un peu, c'est le genre de choses qu'on peut automatiser de manière visuelle et intuitive. Là, si on zoome un peu, on voit que c'est à peu près toutes les tâches que je viens de dire. Quand je reçois un email, alors automatiquement voir s'il y a une pièce jointe et que ça vient de quelqu'un, d'identifier, puis automatiquement convertir en PDF, puis automatiquement le mettre dans le bon dossier, puis automatiquement aller voir ChatGPT pour lui demander fais-moi un article ou extrais-moi les citations, etc. On écrit ce qu'on veut là, puis automatiquement envoyer une notif dans le chat, puis automatiquement, tous les vendredis à 16h, faire un résumé à la directrice générale de tout ce qui est passé par là, afin qu'elle puisse valider. Ça, c'est le genre de choses qui se mettent en place au terme d'une journée, une journée et demie de formation pour quelqu'un qui sait naviguer sur le web, qui sait utiliser quelques applis, mais pas quelqu'un qui sait coder ou pas quelqu'un qui a des compétences informatiques, je le répète. Et bien, c'est ça, automatisé avec des briques d'IA. Et ça répond déjà à énormément de besoins. Pas forcément besoin d'aller chercher des agents, dont on va parler juste après. IA fois no code, ça veut aussi dire digitaliser. Je crée des solutions numériques de bout en bout qui intègrent de l'IA. Là, on parlait d'automatiser des tâches avec un outil comme Zapier, Make, N8M, peu importe, il y en a plusieurs. Digitaliser, là, on veut dire carrément gérer les données, créer des bases de données visuelles, agréables à consulter, voire des interfaces que tout collègue peut consulter sans avoir de compétences techniques, sans même mettre les mains dans les outils no-code. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est un outil américain, Airtable, qui est très accessible et très puissant. Je pense qu'il y a des alternatives françaises, notamment TimeTonic, qui est hébergé en France, souverain. Et aujourd'hui, les problématiques de souveraineté, on voit qu'avec nos alliés américains, il y a des questions qui se posent quand même. C'est bien d'avoir des outils souverains. Donc, on peut faire des applis mobiles assez rapidement. Là, par exemple, c'est une interface où la directrice générale ne voit que les articles ou les gens qu'elle a à valider. Et une fois qu'elle met validé, ça sort de sa fenêtre. C'est le genre de choses qu'on peut mettre en place, idem, en tant que profil métier, en tant que personne non technique, au bout d'une journée, 2 journées de prise en main. Ça, c'est IA fois no code égale digitalisation. Et dans ça, ben, je mets des briques d'IA un peu partout. Je fais bosser l'IA via le no-code, en fait, plutôt que d'aller le faire à la main. IA fois no-code égale agent. Alors, les agents, les fameux agents dont tout le monde parle. Mais si tu n'as pas ton agent, c'est que tu as raté ta transition vers l'IA. Attention, les agents, c'est quand l'IA a une part de décision en autonomie, de décision. On en parle comme si c'était un humain. On va dire d'arbitrage. Attention, ces intelligences, c'est au sens anglo-saxon du terme. Ce ne sont pas des intelligences humaines. Ah, le titre est le mauvais. C'est parce que ça a été généré par moi et pas par une IA, l'erreur humaine. Du coup, non, l'agent, donc, je vous rappelle, c'est quand ça a une part de décision en autonomie. Un agent, ben, c'est quand l'IA, je lui donne un objectif global, un contexte global, et que je la laisse arbitrer certaines étapes. Ce qu'on a vu juste avant, l'automatisation, je dis si A alors B, si B' alors C, si C' alors… Voilà. C'est déterministe. Il n'y a pas de place pour l'erreur. S'il y a une erreur dans l'outil, je suis notifié, je corrige et c'est bon. Là, l'IA en mode agent, c'est je vais juste dire à chaque fois que je me laisse un message vocal à tel endroit, alors détermine s'il s'agit d'une idée de newsletter, s'il s'agit d'un projet d'email, s'il s'agit d'une tâche à réaliser, va dans mes différents outils, vois s'il faut mettre à jour, vois s'il faut créer, vois s'il faut supprimer, débrouille-toi un peu et fais ce que je t'ai dit. Il y a tout un tas de cas où les agents, ça peut être très pratique parce que c'est très puissant. Mais d'une part, il y a beaucoup plus de marge de pourcentage d'erreur. Il faut le savoir, c'est moins déterministe. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus complexe à mettre en main. Là, pour prendre en main un agent, là, ce qu'on voit, c'est N8N, c'est un outil qui fait beaucoup parler de lui pour faire des agents, donc un outil no-code qui permet de faire des agents IA. On a sorti une formation avec Contournement, même si à la base, on se destine aux débutants. On a essayé de faire moins de 2 jours, mais il faut au moins 3-4 jours pour vraiment arriver à faire quelque chose d'un peu basique. C'est beaucoup plus d'investissement. Attention, parce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, mettez-vous aux agents, c'est l'avenir. Alors déjà, avant de se jeter vers l'avenir, déjà bien gérer le présent, c'est déjà pas mal. Avec des choses beaucoup plus simples, souvent, avec une automatisation en 2 étapes, on peut déjà faire des choses où il n'y a pas besoin d'agents. Je peux te partager un exemple, parce que
Justement, j'avais essayé de faire, tu sais, tu as des trucs sur LinkedIn de faites votre veille pédagogique automatisée avec un agent, voici ma recette. J'ai testé des N8N et tout pour faire de la veille pédagogique automatisée. J'ai arrêté au bout de 2 semaines. C'était pas fiable. Et donc là, j'ai redéveloppé un logiciel complet pour vraiment faire une veille qui correspond bien à ce que je voulais, quoi. C'est vrai qu'en fait, il y a le côté non déterministe qui fait qu'on ne maîtrise pas tous les cas de figure. Et quand tu travailles sur tout le web, il y a tellement de cas de figure différents, c'est difficile de tout envisager, quoi. Absolument. Et j'ai envie de dire qu'il y a deux choses aussi. C'est que, premièrement, il y a des cas où c'est très adapté, les agents, mais pour des cas comme ça, en effet, voilà, tu le constates par toi-même, c'est pas forcément fiable. Et deuxièmement, pas besoin de sortir un tank pour écraser une mouche. Il y a des outils spécialisés comme Feedly qui sont très bien, qui permettent de faire de la veille et qui en plus proposent un peu d'IA et qui sont spécialisés là-dessus. Parfois, on va chercher des usines à gaz alors qu'il y a des choses beaucoup plus simples au bout de recherches. Et c'est aussi notre rôle d'aider les gens à ne pas se lancer dans des choses trop grosses. Pour information, vous aurez ce tableau qui est un récapitulatif un peu de ces distinguos qui est aussi disponible sur notre blog Discernement au pluriel. Mais voilà, vous l'aurez sous le coude. Et quelques cas concrets. Il y a l'APHP qu'on adore. L'APHP, ce n'est pas nous qui les avons formés. C'est un cas que j'aime bien parce que ce sont des gens, un chef de projet de la recherche clinique qui a découvert TimeTonic, l'outil français dont je parlais, qui a commencé à digitaliser des processus sans IA, notamment parce que les dépôts de brevets, il y a plusieurs parties prenantes, il faut relancer sur les documents quand il y a des erreurs, il faut recommencer le processus. On a écrit un article aussi là-dessus, on vous laissera découvrir. Mais en tout cas, ils ont commencé à digitaliser sans IA. TimeTonic proposant de mettre de l'IA directement dans le processus, ils ont commencé à en ajouter un peu partout. Nous, on a formé des gens sur cet outil qui, en fait, se sont rendus compte qu'ils créent des solutions de bout en bout en mettant de l'IA sans même s'en rendre compte, parce que c'est à portée de clic. Et aujourd'hui, la PHP est en train de former des dizaines de personnes sur TimeTonic en tant que nouvelle bureautique. Au lieu d'ouvrir un Excel, ils vont plutôt ouvrir un outil de gestion de données simple, visuel, avec de l'IA en plus, qui est au bon endroit. Parce que je vous confie un secret très mal gardé. À chaque fois qu'on ouvre un Excel, un tableur pour gérer des données, c'est un contre-emploi. Pour les calculs, c'est très bien les tableurs. Par contre, pour gérer des données, il faut des outils de base de données. Et tous ces outils-là permettent de gérer des données de manière visuelle et intuitive, sans coder. Et en plus, ils intègrent de l'IA directement et permettent de créer des solutions de bout en bout. Donc là, un cas où c'est en partant du besoin métier que petit à petit, ils ont digitalisé d'abord avec le no-code, puis que ça donne un tremplin pour que l'IA se répande. Avast Market, c'est, par contre, pour le coup, c'est nous qui les avons formés. Avast Market, c'est pour moi le cas qui illustre le mieux ce que Raphaël montrait tout à l'heure, à savoir le co-design, la démarche participative. 40 personnes d'une filiale d'Avast, une masterclass un peu comme celle à laquelle vous assistez aujourd'hui pour se rendre compte des possibilités, un concours interne avec 12 places pour dire faites-nous remonter vos douleurs du quotidien, vos tâches répétitives, et on identifiera les 12 personnes qui ont les projets les plus adressables. Une journée et demie de formation, les gens travaillent sur leur projet, une demi-journée de mentorat pour les débloquer et des solutions réelles au bout. Attention, je n'ai pas dit qu'ils ont résolu tous les problèmes, mais au moins des petits prototypes qui permettaient de voir au réel ce qu'on pouvait faire. Et parmi ces projets, il y en a qui sont allés jusqu'au bout derrière, qui sont passés sur un cycle d'aboutissement, et d'autres qui ont été abandonnés parce qu'on s'est rendu compte que pas réaliste, ou alors on n'avait pas les données, ou alors en fait, ce n'était pas si utile que ça. Une vraie démarche participative, actuellement avec France Travail, c'est un peu dans cette logique qu'on se place, et vraiment pour éprouver l'IA, notamment pour les gens les plus motivés et pour donner des rôles de modèle et des exemples concrets de réussite et d'échec, en moins d'un mois, c'est l'un des formats les plus efficaces qu'on recommande. Une autre façon d'acculturer, c'est le Numéum, qu'on a interviewé récemment. Pareil, sur notre blog Discernement, il y a l'interview in extenso. C'est une très riche interview d'une heure que leur responsable de formation nous donne. Eux, leur parti pris, s'ils sont venus nous voir, ils auraient pu aller voir quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas tant nous qui est important que la démarche d'acculturation. Comme le disait Raphaël, d'abord, ils voulaient se former un minimum pour tester. Ça va faire des assistants, des prompts, un minimum optimisé. Savoir comment automatiser. Pour derrière se dire, alors, quelle gouvernance on met en place, comment on structure, qui a besoin de quoi. On commence avec quelques équipes ou alors on déploie pour tout le monde. C'est un choix qui n'est pas forcément évident. Eux, ils sont allés petit à petit et déployés derrière. Et encore une fois, la boucle que Raphaël montrait, c'est pas il faut que dans 2 mois, tout soit vraiment au carré. Non.
il faut avancer sans mettre la charrue avant les bœufs, sans prendre de risques de sécurité, tout en embarquant les gens et en améliorant mois par mois. C'est vraiment une optique agile au sens du terme. On fait des choses, on observe les résultats, on tire des conclusions et on itère sur l'itération suivante. Je vous recommande vraiment d'écouter cette interview. Elle est très intéressante pour un cas d'acculturation. Et un autre cas, c'est Orange qui, je parlais avec quelqu'un de chez Orange dernièrement qui nous disait, nous, notre démarche, et ça, justement, on est curieux de voir ce que ça donne. Peut-être que vous avez d'autres configurations, d'ailleurs, d'acculturation à nous partager. Eux, ils se sont dit, on ouvre un grand bac à sable où tout le monde peut venir tester l'IA, et ça fait émerger des collaborateurs, des collaboratrices qui font des choses intéressantes. Ça fait émerger aussi des craintes, parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais ça veut dire que je peux être remplacé. Donc ça, nous, on n'est pas experts de cette démarche, mais je trouve ça assez intéressant qu'il soit fait un chat GPT sécurisé interne à Orange, où ChatGPT n'a pas accès aux données, hein, et où il puisse justement prendre des retours d'expérience du terrain. Et on se dit que la démarche participative, derrière, pour permettre aux gens qui veulent aller plus loin, ça peut être une bonne prochaine étape. Et juste, je vous laisse avec ce petit schéma aussi qui vous permettra de casser aussi un imaginaire collectif qu'on rencontre souvent, c'est l'IA, il faut s'y former plusieurs jours, sinon ça ne sert à rien. Ou alors, au contraire, l'IA, c'est magique, c'est télépathique, on peut l'apprendre de manière empirique, et voilà. D'ailleurs, méfiez-vous de toute promesse qui serait trop belle pour être vraie. Comme en toute chose, c'est qu'elles sont trop belles pour être vraies, parce qu'on voit beaucoup de promesses de « en une journée, passer le cap de l'IA, on va faire un bond en avant ». Voire devenir riche, ça c'est un ravage chez nos jeunes. Hein. En quelques jours, fait du freelancing pour plusieurs centaines d'euros par jour, ou monte la prochaine licorne à 2 milliards. Voilà, on combat beaucoup contre ça, mais ça vient avec tous ces fantasmes collectifs. Et en gros, cette pyramide vous montre, nous, ce qu'on constate généralement quand on forme des gens, c'est qu'il y a une minorité qui vont vouloir se former plus loin, notamment avec du e-learning, parce que ils sont plutôt individuels, après la formation collective, pour devenir référent ou référente interne. C'est eux qui font l'interface avec les experts et les experts externes. C'est toujours bien d'avoir des gens, que ce soit les directions informatiques ou des experts, qui regardent ce que vous faites pour ne pas faire de bêtises et tout. Les décisionnaires et la DSI, bien sûr, la direction informatique et le juridique. Hein, attention à ne pas faire du shadow IT, c'est-à-dire de l'informatique en dehors des clous. Ça, vraiment, faites gaffe. Il y a un ministère pour lequel je fais une masterclass où à la fin, il y a des gens qui ont dit heureusement qu'ils ont fait cette masterclass parce que je commençais à utiliser un peu de ChatGPT en perso sur mon ordi avec des documents. Faire attention à ça. Il faut au moins sensibiliser parce que les gens, sinon, sur leurs ordi perso, vont commencer à faire des choses. Donc, les référents internes qui font l'interface entre tout ça, les utilisatrices sans capacité, 2 à 5 jours, ils maîtrisent mieux que les autres, ils peuvent aider un peu leurs équipes, mettre des choses en place et ils s'appuient sur le référent interne. Les éclairés, les utilisateurs éclairés, c'est celles et ceux qui, au bout d'une journée de formation, sauront déjà faire des assistants personnalisés, prompter, automatiser un peu, mais on va dire comme de la nouvelle bureautique, comme une forme de nouvelle bureautique. Et là, la catégorie des profils sensibilisés, vous êtes dans cette catégorie désormais après cette masterclass. Méfiez-vous de ce biais. Ce sera mon mot préconclusif. Donc, parfois, on s'acharne à tirer une charrette avec les roues carrées plutôt que de prendre le temps de mettre les roues rondes. C'est aussi ce qui fait que on s'épuise et chaque journée où on n'a pas passé le cap, on perd du temps. Et aussi, c'est que parfois, on l'apporte de la mauvaise manière. On prend des risques de sécurité sans avoir consulté qu'il fallait. Mettre en place une gouvernance, c'est pas juste pour être sérieux, c'est pour éviter des dangers. Et aussi, il y a une nouvelle tendance qu'on voit apparaître, c'est le work slop. Le work slop, c'est tout ce travail mal délégué à l'IA qui donne l'impression que c'est du travail abouti alors que c'est du travail médiocre. Et ça fait un ravage, et pas que chez les jeunes, aussi chez les professionnels. Il y a même une agence qui s'est fait condamner parce qu'elle a envoyé une étude à plusieurs, je crois que c'est je ne vais pas dire le nombre, je ne sais plus, mais il y a une agence de conseil qui s'est fait épingler parce que, sans relire, ils ont envoyé quelque chose, ils ont pris une grosse amende, parce que le client l'a vu. Si vous voulez mettre les mains dedans opérationnellement, on l'a publié d'ailleurs sur le site du Corner. Récemment, on a mis à jour une formation d'initiation gratuite qu'on propose, qui est en ligne, qui est vraiment gratuite, qui est vraiment une formation de plusieurs heures sur l'IA et le no-code, qu'on vous recommande ou même à partager à des publics. On a travaillé avec des publics en insertion, de personnes en recherche d'emploi, etc. Et vraiment, ça permet de mieux se rendre compte. Mettre les mains dedans, ça permet de mieux comprendre les choses et de prendre du recul. Et c'est le moment de passer aux questions-réponses. Bien, merci à vous deux pour cette présentation très riche. Effectivement, nous avons un certain nombre de questions. On va revenir peut-être en arrière et revenir vers Raphaël.
Alors, sur ton graphique, je ne sais pas si on va y revenir si tu veux. Tu dis que la moitié utilise l'IA, mais vu le paquet de points à gauche de la droite, on dirait plutôt que c'est une moyenne qu'une médiane. Alors, peut-être que tu en revenir. Alors non, c'est bien une médiane. Ce graphique. Ouais, ce graphique-là. Oui, bon, après, c'est pas, on va pas discuter du détail du graphique parce que sinon on va rentrer dans des réductions factorielles, ça va être un peu compliqué. Mais non, mais ce qu'on voit, si on oublie les traits qui divisent, c'est quand même qu'il y a un gros paquet à gauche, quoi. Et ça, c'est plutôt les gens qui ont tendance à ne pas utiliser ou alors à avoir un ou deux usages maximum. Et on voit un peu une échappée en haut à droite avec 2-3 acteurs qui, eux, font tout, quoi. Donc voilà, c'était surtout ça dans ce graphique. En fait, c'est pas très grave en termes de pourcentage précis, c'est surtout de voir que la masse est plutôt dans le non-usage que dans l'usage. Une autre question relative à la fresque des IA pédagogiques, est-elle en lien avec l'association fresque du climat, fresque du numérique? Non, en fait, la fresque est issue de ce courant-là, on va dire, mais l'atelier est un peu différent. Il n'y a pas de. Par exemple, dans la fresque du climat, on va avoir une correction à la fin d'une fresque typique. Là, on est plutôt sur une première partie exploratoire et une seconde partie où on va commencer à rentrer dans la conception de projets. Donc voilà, on essaie d'atterrir en applicatif. Mais effectivement, c'est un atelier de 3 heures collaboratif qui est issu du format des fresques traditionnelles, quoi. Une autre question relativement à la démarche d'acculturation à l'IA. Est-il raisonnable de s'engager dans une telle démarche en l'absence d'un poste DSI en interne? Oui, alors j'ai fait vite tout à l'heure, mais déjà, vous verrez dans l'introduction de la méthode, les premières questions à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'aller mettre de l'IA dans mon organisation? Il y a des questions d'abord de à qui ça va être utile, comment on va le faire, est-ce qu'on va se faire accompagner, etc. Le reste de la méthode, c'est pour les gens qui ont dit oui, on y va, mais il y a déjà cette première question à se poser. Donc, par exemple, le fait de dire est-ce que j'ai les ressources internes suffisantes pour le faire, c'est aussi une question qui est tout à fait légitime et qui prouve une certaine maturité de se dire peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le moment, ou alors il faudrait qu'on recrute, etc. Maintenant, si le point, c'est d'acheter des licences ChatGPT, est-ce qu'il y a besoin d'un DSI? Pas sûr, quoi. Donc en fait, ça dépend aussi de où on va dans le déploiement de l'IA dans son organisation, quoi. Et j'ajouterais quelque chose, parce que pour le coup, on est confronté aussi au fait de former des très grandes entreprises, comme des très petites, comme des moyennes, qui ont parfois un informaticien à temps partiel ou autre, ou pas du tout d'informaticien ou d'informaticienne. J'aurais tendance à dire, même si on n'est pas équipé d'une DSI, il faut s'appuyer sur un ou une expert ou une experte, ça peut s'externaliser. Par contre, attention à deux choses. C'est pas forcément d'un expert ou d'une experte IA dont vous avez besoin. C'est pas quelqu'un qui entraîne des modèles après des années de doctorat. C'est quelqu'un qui sait intégrer l'IA dans votre réalité. Et ça, c'est pas forcément évident à trouver. C'est en train d'arriver. Par contre, deuxième mise en garde, les profils LinkedIn pullulent d'experts et d'expertes autoproclamés, parfois pas par malice, qui pensent vraiment être experts ou expertes au bout de quelques mois, mais l'expertise, ça prend du temps, ça prend des années. Donc vraiment, demander des références, regarder comme les gens sont notés. Il y a des plateformes qui sont très bien faites pour ça, comme j'allais dire Malte, mais il y en a d'autres. Mais voilà, donc vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un d'externe, mais logiquement, quelqu'un qui fait bien les choses, de mon point de vue, doit y aller pas à pas et vous faire aussi des devis assez progressifs et pas tout de suite vouloir tout transformer. Ça, c'est un signe d'alerte, je pense. Et surtout, j'espère que vous l'avez vu avec tout ce qu'on a présenté, l'IA, c'est pas qu'un sujet technique, quoi. Oui. C'est un sujet où, en fait, dans une organisation même de 10-15 personnes, il y a des aspects légaux, il y a des aspects éthiques, il y a des aspects écologiques, il y a des aspects de gouvernance. Et donc, en fait, il faut aussi quelqu'un qui puisse avoir un peu de tout. Et en fait, en général, dans les organisations en interne, c'est rare d'avoir des gens qui ont tout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire appel à des prestataires. Et moi, quand j'interviens, je fais aussi appel à des prestataires spécialisés, comme toi sur le no-code, comme Valérie sur le légal, parce que moi-même, je ne maîtrise pas tout, quoi. Moi, j'ai une vision un peu stratégique globale, mais je sais que j'ai aussi des endroits où je ne peux pas tout fournir, quoi. Mais nous non plus, nous, on est sur la formation, le conseil et tout. Par exemple, la mise en place, on ne s'aventure pas là-dessus. Chacun son métier, donc c'est important parce que quelqu'un qui sait vraiment tout faire, j'ai tendance à dire attention. Ouais.
bien, merci. On a aussi une remarque de Damien D. Oui, Damien D. Je vois aussi un biais à soulager, dit-il, l'humain de certaines tâches. On gagne du temps pour donner davantage de travail aux agents. Alors, ça, c'est aussi, alors si on sort un peu de la formation et qu'on regarde ce qui se passe dans d'autres domaines, ça crée aussi des problématiques de mettre en place des systèmes d'IA. Par exemple, dans le système bancaire, tous les dossiers de prêt faciles sont traités par des IA et tous les collaborateurs se tapent les dossiers de prêt hyper compliqués, qui ont des problèmes, etc. et ils sont en burn-out. Et donc, en fait, il faut faire gaffe quand on met en place un système d'IA, de faire attention aux effets de bord aussi qu'on peut induire. Et donc, oui, c'est là où aussi, parfois, il faut avoir un regard externe pour dire, ah, mais attention, qu'est-ce que vous avez prévu pour anticiper ça? Parce qu'effectivement, sinon, on risque de cramer du personnel, quoi. Et aussi, ça dépend de la vision avec laquelle on met ça en place. Par exemple, je donne un exemple qu'un acteur des bornes de check-in, check-out dans les hôtels m'avait donné et que j'adore. C'est quand j'amène une borne dans un hôtel, ça automatise quelque part le réceptionniste. Est-ce que je vais le licencier ou est-ce que je vais le reconvertir dans autre chose pour gagner une étoile et que la qualité de service soit meilleure? Il va y avoir plusieurs versions, plusieurs visions. Il va y avoir les boîtes qui vont vouloir amazonifier, automatiser au max, mettre la pression avec tout ça, et d'autres structures qui voudront augmenter le bien-être, voire la santé au travail. Ces IA aussi, ne serait-ce qu'avec la dictée, le fait de parfois moins prendre de notes, alors il ne faut pas le faire n'importe comment, ça peut, on en parle avec des RH en ce moment, ça peut donner une certaine vision du travail de demain où ce soit vraiment bénéfique pour l'humain. Ça dépend aussi de ça dépend de comment c'est amené et ça dépend de la vision qui sous-tend ça au niveau stratégique. Et ça, c'est la gouvernance partagée, le fait justement de décider collectivement en fait, de quel futur on veut, quoi. Absolument. Il n'y a pas de fatalisme technologique. La technologie sera ce qu'on en fera, même si on est face à des forces très puissantes. On est d'accord. Roman, une question plus technique pour toi. Pouvez-vous nous donner des noms d'IA X no code? Alors, il n'y a pas vraiment d'IA X no code. On va dire qu'il y a des outils qui permettent, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, les modèles, les grands modèles de langage. Donc, tous les chats GPT, les Mistral, les copilotes. J'arrive, je vais parler avec cette IA et elle va me donner plein d'infos parce qu'elle a beaucoup de connaissances derrière, etc. On va passer les détails. Oui, je vois que. Et du coup, ça, ce sont des outils d'IA qu'on peut brancher avec des outils no-code. Les outils no-code, ce sont par exemple Zapier pour automatiser, Airtable ou TimeTonic pour gérer des données et faire des petites applis. Et après, des outils comme Software, faire des sites, tout ça, vous le trouverez dans la fameuse formation gratuite, mais même on a écrit pas mal dessus, c'est facile de trouver ces infos. Et vous interconnectez les deux pour faire bosser l'IA. Par exemple, dans Zapier, il y avait une automatisation, et il y a une brique où je demande à l'IA d'aller me faire le résumé et de m'exporter un tableau. Et ensuite, c'est l'automatisation qui dit ce tableau, je vais le mettre à tel endroit, j'ai envoyé à telle personne. Donc, c'est plus une combinaison. Sachant qu'aussi, en parallèle, on assiste au fait que tous les outils no-code ou pas no-code intègrent de plus en plus d'IA directement au sein de leur fonctionnement. Microsoft 365, il y en a de plus en plus partout. Google avec Gemini, ils sont en train d'en mettre partout. Notion, qui est un outil de création d'espace collaboratif, vraiment de plus en plus va leur faire la guerre parce que l'IA est au centre. Et OpenAI, ChatGPT, ils projettent de créer leur suite collaborative là et de faire la guerre à Google et Microsoft. Donc vraiment. Ils ont déjà sorti leur navigateur chacun. Oui. Navigateur qui tombe sur l'IA, c'est. Et juste, je dis par rapport aux outils, en fait, parce que je sais, on l'a vu dans l'étude, en fait, qu'une des préoccupations principales des gens, c'est aussi l'impact écologique. Ouais. Et parfois, c'est vrai, quand tu parles de sortir le tank pour tuer la mouche, si on met du LLM, donc qui est le Large Language Model, qui sont ultra consommateurs, parfois, si on veut faire de la classification d'articles, des choses comme ça, en fait, il y a des modèles plus anciens, d'architecture plus ancienne, mais qui font ça très bien pour un 10 millionième du coût énergétique. Et donc, c'est aussi pour tester rapidement, pour prototyper, effectivement, on peut sortir le temps qu'on teste un peu rapidement et tout, mais après, streamliner un petit peu son processus pour utiliser des modèles plus éthiques et plus, en termes, moins consommateurs de ressources. Et donc, si c'est quelque chose qui est important pour vous, on peut aborder l'IA de cette manière-là aussi. Je voulais le souligner par rapport aux problématiques que j'ai vues dans la recherche. En termes de vision stratégique, plus vous investirez sur bien utiliser l'IA, moins vous serez énergivore. Il faut le savoir, parce que vous aurez des modèles plus spécialisés, vous saurez ce qu'il faut utiliser, pourquoi, et parce que tout simplement, quand on prompte bien, quand on crée des bons assistants, on consomme moins plutôt que de demander la hauteur de la tour Eiffel à ChatGPT. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec les fournisseurs d'IA. En fait. C'est-à-dire que sur 2022, 2023 et quasiment 2024, on s'en foutait de l'écologie. C'est-à-dire que qui faisait le plus gros modèle, qui avait les meilleures réponses, etc. Et tout.
Et aujourd'hui, quand ils voient eux-mêmes leur propre facture d'électricité, ils ont dit, bon, bah, les gars, on va essayer d'optimiser un petit peu. Et donc, il y a eu plein de techniques qui sont mises en place, comme le pruning, la quantification des modèles, etc., pour réduire l'impact écologique des modèles. Mais au-delà des LLM, il y a encore d'autres catégories d'IA qui sont plus adaptées parfois. Voilà. Et plus ça va. On a un peu dérivé sur la question, mais c'était juste pour souligner ce point. Et plus ça va, plus il y a des technologies qui visent à sortir pour permettre d'auto-héberger ces IA et être moins consommateur aussi. Enfin, il y a des choses intéressantes qui se passent sur tout ça. On peut prendre encore une ou deux questions. Vous parlez de la souveraineté numérique. La suite numérique proposée par la DINUM peut-elle répondre aux besoins également? Alors, je connais bien le sujet. C'est intéressant, la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique, qui équipe notamment le ministère, enfin, on discute ensemble. Je ne saurais pas dire à leur place exactement ce qu'ils font, parce qu'ils font plein de choses. Mais en gros, la DINUM propose plusieurs outils. Là, quand vous allez sur le compte de vos impôts, par exemple, sur le point Gouv, vous avez votre accès, je peux identité numérique, je peux France Connect. Et là, vous avez plusieurs choses qui vous sont proposées. Il y a mon assistant numérique, je ne sais plus exactement. Regardez, et en droite, vous verrez, il y a notamment Grist, qui est un outil, qui est une alternative à Airtable et TimeTonic, que je montrais pour gérer ces données, qui est quand même, bon, c'est un modèle open source, qui est malheureusement américain, mais qui est hébergé par la DINUM, qui a fait ça très sérieusement avec la NCT aussi. Et oui, déjà, c'est intéressant d'aller faire des choses là-dessus. Je ne sais pas à quel point vous pouvez faire de l'IA dedans, mais les outils proposés par la DINUM, de ce que j'en ai vu, c'est pas aussi puissant, bien sûr, que les outils dont on parle là, mais déjà, ça permet de faire plein de choses. Donc, j'ai envie de dire, déjà, allez mettre les mains là-dedans et faites-nous votre retour. Mais déjà, on a la chance, je pense qu'on est le seul pays où l'État propose ça. Hein. Donc, je tendance à vous dire, c'est du souverain, allez regarder. Et si ça correspond à vos besoins, restez là-dessus. Si ça ne correspond pas, allez chercher ailleurs. Mais pas besoin d'aller chercher le temps, encore une fois, pour écraser la mouche. Une dernière question, peut-être, Raphaël. Les usages de ma structure sont avérés. Je fais le choix de construire un guide de bonnes pratiques pédagogiques. Ma démarche vous semble-t-elle cohérente? Oui, alors là, je manque un peu de contexte, hein, mais oui, très bien. Après, c'est comment est-ce que les collaborateurs se saisissent de ces usages, parce que c'est pas la ressource qui fait l'usage. Donc en fait, c'est bien de mettre à disposition un guide de bonne pratique, mais pour le coup, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre en place des déjeuners, par exemple, d'échanges de pratiques. On déjeune ensemble, on dit voilà, moi j'ai testé ça, c'est comme ça que je le fais, etc. Et tout. Un peu plus vivant, remettre un petit peu de l'humain dedans. Moi, c'est un peu ce vers quoi je tends en ce moment, avec par exemple l'organisation d'une retraite pédagogique que je fais sur l'État Codes, parce que on voit beaucoup d'IA, on parle beaucoup d'IA depuis une heure, et c'est vrai que moi, je ressens un besoin avec mes interlocuteurs aussi parfois de revenir un peu à l'humain. Donc, c'est bien de mettre à disposition des ressources, mais on voit en recherche, hein, avec les environnements capacitants, par exemple, c'est pas parce qu'il y a une ressource qui est à disposition qu'elle va être utilisée. Donc, en fait, remettre un petit peu d'humain dans tout ça, c'est pas mal aussi. Si ça peut être le mot de la fin, ça peut être pas mal. Il le faut. Ce sera ton mot de la fin? Ce sera mon mot de la fin, Jean-Pierre. Ben, le mien, ce sera IA et no code sans conscience, ce n'est que ruine du projet, pour paraphraser quelqu'un. Non, vraiment, on passe notre temps à répéter ça dans nos posts, dans nos interviews, dans tout ça, de dire oui, c'est bien de mettre les mains dedans pour comprendre techniquement ce qui se passe, on en est convaincu. En revanche, attention à ne pas finir comme toutes ces entreprises qui se retrouvent au bout d'un an à même pas savoir qu'ils ont des données, qui sont sur les outils non souverains, qui n'ont pas cartographié avant d'agir, qui du coup se retrouvent avec 5 fois la même base de données, avec des IA différentes, qui explosent les coûts, avec des équipes qui sont perdues, parce que tout ça, ça peut créer de la charge mentale. Si on ne range pas sa chambre, si on n'organise pas ça, si on n'a pas un minimum de bonnes pratiques et de méthodos, eh ben, c'est le désastre. Et en plus, on délocalise trop les choses qu'on délègue à l'IA versus garder la compétence dans notre cognition à nous. Bref, ce webinaire arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos 2 startups d'avoir apporté leur éclairage et exposé leurs pratiques innovantes sur ce sujet de la structuration d'une démarche d'acculturation à l'IA et pour leur enthousiasme aussi à partager. Retrouvez-nous sur le site donc, du Corner de l'innovation. Et puis, par ailleurs, Centre Info vous donne également rendez-vous pour sa prochaine masterclass, nouvelles exigences, nouvelles pratiques autour de la certification, le mardi 9 décembre 2025. Et pour un club du droit, le dernier de 2026,
autour de ce qui attend les acteurs de la formation le 11 décembre 2025 de 10h à 12h. Donc, les inscriptions se font sur notre site centreinfo.fr, rubrique nos événements. Rendez-vous sur centreinfo.fr et bonne continuation. Merci et à bientôt. Merci. Centrinfo. Merci le corner. Bonne journée.